Bonjour à tous, merci d'être venus dans le cadre de ce drame qui bouleverse toute la France. Nous n'aurons pas de parole assez forte pour tenter de ressentir ce qui peut affecter les parents de la pauvre Liana. Nous pensons énormément à eux et à toute sa famille, mais il serait inutile d'essayer de trouver des mots pour traduire cette souffrance, donc nous n'en parlerons pas. L'objectif de cette conférence de presse, c'est de saisir l'occasion, peut-être unique, de pouvoir, comme certains amis journalistes ont pu le dire, renverser la table, faire en sorte que l'institution judiciaire et il n'y a pas d'exagération dans ses propos, qui est en train de sombrer. On parle de véritable naufrage, une institution judiciaire qui s'effrite depuis des mois, depuis des années, puisse se ressaisir, essayer de voir comment on peut susciter un électrochoc au niveau national, au niveau politique, parce qu'en tant qu'avocat, en tant que citoyen, en tant que victime, et je laisserai la parole dans quelques instants à la maman de cette pauvre petite fille qui avait déposé plainte presque un an avant que ce criminel commette cet acte odieux, eh bien, tous ces hommes politiques semblent se réveiller aujourd'hui, comme s'il n'y avait jamais eu d'alerte, et cette hypocrisie, qui vient d'ailleurs de tous bords politiques, est assez insupportable. Des alertes ont été données par des magistrats, par des avocats, par des auxiliaires de justice depuis des années. Et ce naufrage, nous l'avons prédit, et nous sommes des milliers à l'avoir prédit depuis longtemps. Et donc l'occasion que nous devons saisir aujourd'hui, c'est d'éviter qu'il y ait d'autres Liana dans les prochains mois et dans les prochaines années, d'éviter que les discours que nous entendons soient des discours de façade, d'hommes politiques qui tentent de sauver leur peau, au mépris de l'intérêt des Français, pour qu'enfin l'institution judiciaire retrouve son éclat et que toutes les victimes puissent être protégées. Voilà, je laisse la parole à la maman de celle qui a donc déposé plainte en 2025 pour viol, avec un certain nombre d'éléments qui étaient convergents vers la culpabilité et qui auraient dû conduire immédiatement à l'interpellation de M. Barella. Bonjour et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour essayer de changer les choses et qu'il n'y a pas d'autres enfants qui souffrent comme moi je souffrais à côté de ma fille, comme je pleurais tous les soirs, que je couchais avec la culpabilité que je ne pouvais pas protéger ma fille, que je ne pouvais pas être là et qu'elle souffre aucun enfant. Moi, je posais 2025, le août 2025, je posais une plainte pour viol contre Jérôme Barella avec les médecins qui ont fait des tests, des épreuves pour ma fille, qu'elle était entendue pendant des heures et des heures pour montrer qu'elle ne ment pas. Et un médecin gynécologique, oui, qui a vu qu'il y avait une délétion, oui, au niveau de l'hymen. oui, oui, et psychologique 2 fois. Et en attendant, il n'y avait rien été fait. La justice n'a pas fait son travail. Et je ne comprends pas comment on peut attendre un an pour que quelqu'un qui le meure. Je ne comprends pas. Pourquoi il faut attendre autant longtemps? Avoir des réponses. Je appelais tous les lundis matins. Tous les lundis matins, le temps que ma fille elle était chez le psychologue, moi j'ai appelé la gendarmerie. Gendarmerie d'Auch. Le gendarmerie de Florence, le gendarmerie de Lectoure, le gendarmerie de Auch. Et chaque fois, j'ai eu des réponses. L'affaire, il est en cours. Mais je suis la maman de victime. Je ne peux pas entendre ça, qu'il est en cours. Il n'était pas entendu, il n'était pas convoqué. Moi, j'ai été entendue 2 fois. Et la dernière fois que j'ai appelé, ils m'ont dit, si je continue à harceler, ils m'ont fait porte plainte. C'est une réponse? Non. Pour moi, ce n'est pas une réponse. Et aujourd'hui, il y en a, il est mort. Mais je peux le dire qu'aujourd'hui, je me couche avec le fait, si je n'ai pas déménagé, peut-être ça a été ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé si je ne peux pas partir d'Auch? Ça peut être ma fille morte. Je n'ai pas de mots. Aujourd'hui, je n'ai pas de mots. Vous aviez un sentiment de culpabilité? Oui. J'ai la culpabilité que je n'ai pas assez fait. Que je n'étais pas à la hauteur en tant que maman. J'ai essayé de faire tout mon possible, mais aujourd'hui, je vois que la justice, il ne m'a pas suivi. En tant que maman, en tant que victime, en tant qu'il est ma fille, elle est une victime, qui elle souffre.
tous les jours. Elle souffre parce qu'elle a vu Liana mourir. Elle a entendu dans le journal et c'est la même personne. Pourquoi elle n'était pas arrêtée? Pourquoi? C'est mon question. Pourquoi il faut attendre un an pour arriver là? Je vous remercie. Concernant les procédures judiciaires, vous venez de l'entendre, une première plainte avait été déposée au mois d'août 2025. La fille de la jeune femme qui se retrouve à côté de moi a donc été violée à une dizaine de reprises par M. Barella. Elle a été entendue dans le cadre d'une procédure Amélie longuement par des enquêteurs. Elle a été réentendue, la maman a été réentendue, la petite a été examinée par plusieurs médecins, des médecins légistes, des psychologues. Il y a eu plusieurs expertises psychologiques, surtout un examen gynécologique qui a révélé une lésion de l'hymen et donc une pénétration alors qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle, bien évidemment. Donc cela caractérisait nécessairement le viol, la pénétration et le viol. Et malgré tous ces éléments-là, aucun enquêteur n'a trouvé utile d'interpeller l'intéressé, aucun procureur, que ce soit à Toulouse ou à Auch, n'a trouvé pertinent de donner les instructions pour que l'intéressé soit interpellé. Et donc aujourd'hui, encore une fois, je le dis, il faut saisir cette occasion unique de pouvoir taper un grand coup dans la fourmilière et faire en sorte que la justice retrouve son éclat et qu'on arrête de la reléguer au dernier rang, comme c'est le cas depuis trop longtemps. On évoque un problème de moyens financiers, c'est une réalité. Moi, je tiens rapidement à rendre hommage à tous ces magistrats qui sont amoureux de leur métier, qui sont passionnés, qui travaillent d'arrache-pied le soir, le week-end, et qui font beaucoup pour la justice. Des enquêteurs aussi formidables qu'on retrouve sur le terrain. Je pense aux enquêteurs qui ont aidé à retrouver le corps d'Eliana, qui font un travail remarquable. Mais j'aimerais aussi dénoncer une autre réalité que je vois au quotidien, celle de magistrats qui travaillent 4 fois moins que leurs collègues, celle d'enquêteurs paresseux, des vrais fainéants, qui sont aussi à l'origine de ce drame humain et qui ont évidemment, quand j'entends ce qui a été dit, notamment le fait que alors qu'elle appelait chaque semaine les enquêteurs pour savoir quand M. Barella allait être interpellé, qu'on lui dit arrêtez, vous nous harcelez, on va déposer plainte contre vous, eh bien il y a des fautes humaines derrière ce drame. Il y a des gens qui sont des fonctionnaires, des enquêteurs et des magistrats qui sont totalement désinvestis, partisans du moindre effort, et ça aussi ça doit être dénoncé, parce que sinon on change de métier. Ce drame, c'est un drame collectif, le garde des Sceaux l'a dit, mais ce qui est assez dérangeant dans le cadre du discours qui a été fait, c'est cette hypocrisie qui consisterait à prétendre qu'il découvrait aujourd'hui tous ces dysfonctionnements. Il est capitaine d'un navire qui prend l'eau depuis des années, qui est en train de couler, et brutalement il découvre toutes ces anomalies, ces dysfonctionnements qui sont extrêmement nombreux. Moi, dans mon cabinet, à ma petite échelle, j'ai une douzaine de dossiers de plaintes pour viol contre des mineurs qui ne sont pas traités des faits, ou pire, récemment, il y a quelques semaines, un homme qui a violé et qui a reconnu avoir violé une gamine, qui a été remis en liberté sans passer un jour en prison. Des jeunes femmes handicapées qui ont été violées par un homme qui a été remis en liberté. D'autres mères de famille qui sont désespérées parce qu'elles dénoncent des incestes, elles dénoncent des viols, et que pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, aucun enquêteur n'est joignable, aucun procureur n'est joignable, malgré les appels, les écrits. Et tout ça, c'est mon travail aussi de le dénoncer, parce que nous devons rénover la justice pour faire en sorte que ça change. Et cette hypocrisie qui consisterait à dire c'est un échec de l'État, c'est-à-dire c'est un échec de tous, c'est la responsabilité de tous et de tout le monde, c'est quelque chose d'inacceptable, parce qu'encore une fois, derrière l'État, il y a des hommes et des femmes, et quand on est garde des Sceaux, et c'est l'objectif aussi de cette conférence de presse, eh bien la première chose à faire, c'est de faire un audit du nombre de plaintes qui sont déposées, de leur durée, de leur efficacité, de leur aboutissement, et aujourd'hui, tout le monde semble découvrir l'ampleur des dégâts. Donc c'est inacceptable, c'est inadmissible, et c'est la raison pour laquelle nous déposons plainte. D'abord, une plainte pour faute lourde contre l'État, par rapport à ce dysfonctionnement majeur des services publics, et je le répète, c'est malheureusement pas un cas isolé. Petite parenthèse, je pense à la mère de l'INSEE, la plus grosse affaire de harcèlement scolaire, cette jeune qui s'est suicidée à l'âge de 13 ans, je défends les intérêts de la maman. Eh bien, la petite avait déposé plainte pendant des mois avant de se suicider, rien n'a été fait par les enquêteurs, rien n'a été fait par les procureurs, elle s'est suicidée. Et 2 mois, et ça c'est important que tout le monde l'entende, 2 mois après le décès de la petite l'INSEE, j'ai accompagné sa maman dans un bureau devant 2 juges d'instruction qui l'ont traitée avec la plus cruelle inhumanité. Asseyez-vous, madame. Nom, prénom, profession. Voilà comment elle a été traitée. Elle venait de perdre sa fille depuis 2 mois.
Alors, je le répète, il y a des magistrats fabuleux et c'est l'immense majorité des magistrats, mais il y en a aussi qui sont catastrophiques et ça doit s'arrêter. On doit revenir à une justice humaine, une justice simple. On a affaire à un mastodonte administratif et cette hypocrisie qui consiste à se dédouaner parce que tout le monde se dédouane. Le garde des Sceaux se dédouane contre l'État. Le président dit que c'est pas un problème de moyens alors qu'il y a aussi un problème de moyens. Les magistrats disent que c'est pas de leur faute, que c'est le problème des politiques. Non, c'est un problème collectif et il est grand temps qu'il y ait un sursaut. C'est la raison pour laquelle, donc, en plus de la plainte pour les dysfonctionnements du service public contre l'État pour faute lourde, nous déposons plainte contre les enquêteurs au pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance en personne en danger, tous les enquêteurs qui étaient sur cette affaire, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas interpellé ce criminel. Nous déposons plainte contre le procureur de Toulouse et le procureur d'Auch qui n'ont pas cru bon devoir donner l'instruction d'interpeller ce criminel. Et enfin, nous déposons plainte contre la Cour de justice de la République, devant la Cour de justice de la République contre M. Darmanin, le garde des Sceaux, pour les mêmes infractions de mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Je terminerai sur une lettre que je lui ai adressée il y a quelques mois dans le cadre d'une affaire qui concerne le décès de 2 autres enfants. Clément Poedras et évidemment l'INSEE, il s'agit d'une affaire de suicide, mais il n'y a pas que cela, dans lequel je lui disais « Je vous alerte sur les dysfonctionnements continus et non résolus de l'institution judiciaire dans le traitement des affaires qui concernent notamment les mineurs. En outre, à titre professionnel, je constate jour après jour un décalage entre l'institution judiciaire et la réalité vécue par les familles endeuillées. À la lumière de l'enjeu sociétal qui entoure la protection des mineurs, je vous invite à recevoir les familles, etc. » Aucune réponse de la part du garde des Sceaux. Il a préféré laisser répondre un membre de son équipe. Et à côté de cela, aujourd'hui, on entend des excuses sur les médias, sur les plateaux, etc. Mais je vous pose la question, madame, est-ce que le garde des Sceaux est venu vous voir ou est-ce qu'il vous a appelé? Non. Voilà, pas d'appel. Donc, encore une fois, un discours de façade qui devient insupportable. Il est temps que les hommes politiques puissent enfin s'occuper de l'intérêt des Français. Merci. Madame, une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 plaintes aujourd'hui? J'attends qu'elle va être donnée de justice pour ma fille. Que les enfants, ils ne subissent pas la même chose que ma fille, qu'est-ce qu'elle a subi, que moi, je subis derrière. Parce que les enfants, ils ne vont pas y aller aux gendarmeries toute seule. C'est la maman, c'est le papa qui l'accompagne. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait de justice pour les enfants. Je veux que les enfants soient protégés, autant que je ne suis pas nationalité française. Je suis étrangère ici en France, mais je suis chez moi. Je travaille en France, je habite ici. Alors je veux que mes enfants et tous les enfants de France être protégés. Vous dites qu'on vous a menacé de porter plainte contre vous pour avoir appelé plusieurs fois. Est-ce que vous vous souvenez quand? Non, je ne peux pas vous dire la date. C'est trop compliqué de souvenir les dates de tout ça. C'est très dur d'être là pour moi. C'était plusieurs fois ou ça a été une seule fois? Plusieurs fois. Est-ce qu'on a pu identifier ces enquêteurs? Est-ce qu'on sait leur nom? Je ne sais pas du tout. Je n'étais déjà pas au courant de l'affaire, le cours de dossier de ma fille. Ils ne vont pas me le dire. C'est qui? Il m'a dit que... Nous espérons accès à ces informations dans les prochains jours. Si j'étais cynique, je dirais que je ne sais même plus vers qui me tourner pour que les plaintes que nous allons déposer puissent aboutir. J'ose espérer que, et je le crois, que des magistrats feront vraiment leur travail et nous aideront à rénover la justice. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous a dit Jérôme Barella lorsque vous lui avez annoncé que vous avez l'intention de déménager? Qu'il va se suicider si je ne laisse pas voir ma fille, qu'il m'a menacé. Ma fille, elle a eu peur parce qu'elle ne voulait pas faire de mal pour ses enfants. Donc il ne voulait pas que vous partiez? Non. Non. Il y a eu des manipulations très fortes de M. Barella qui a dit à la petite, si tu parles, j'irai en prison et je me suiciderai. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tardé avant de parler. Est-ce que vous avez eu un contact avec le parquet d'Auch, puisqu'il nous a annoncé qu'il pouvait joindre du côté d'Agen? Non, mais c'est toujours la même chose. Quand on a un problème, nombre de familles où des enfants sont décédés et aucun parent ne reçoit un coup de fil d'un magistrat, il faut que ça change. Merci.